Retour gagnant, émission 100% féminine aujourd'hui. Et c'est la première de Retour gagnant avec 3 femmes sur ce plateau. Avec Justine Hénin qui est en plein master. Salut Justine. Salut Anne. Très contente de te retrouver sur ce plateau de Retour gagnant, ça fait longtemps. Oui. Et avec Pauline Payette qui revient nous voir. Ça c'est cool. De retour. Nous voir, Bonjour Anne. Salut Pauline, pour nous parler de ton défi Pauline VS Men. On va en reparler, mais c'est bien de revenir nous voir. On est content. Super. Ouais, merci pour l'invitation. On va se régaler dans cette émission. On est en plein Masters, donc on ne va pas pouvoir trop parler des matchs, parce qu'évidemment, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Mais Justine, tu as bien enchaîné. Tu sors d'un super Musetti de Minor, là. Ah, on a été gâtés. Ah ouais. On a eu du Alcaraz-Fritz, on a eu du Musetti de Minor, 2 matchs en 3-7 au bout du suspense. Encore beaucoup d'histoires à raconter. Puis ça montre à quel point les Masters sont particuliers. Il va se passer encore plein de choses là, à partir d'aujourd'hui. Donc non, on a hâte de la suite. On va revenir aussi un petit peu sur le Masters féminin parce que lui, il est terminé. C'est Elena Rybakina qui l'a emporté face à Aryna Sabalenka. Sabalenka, on va en parler parce que au-delà des tournois et de cette finale au Masters, de sa saison, on en reparlera un peu plus tard, elle a fait parler d'elle parce qu'elle va faire une exhibition un petit peu particulière, Aryna Sabalenka, face à Nick Kyrgios. C'est la bataille des sexes version 2025. Vous voyez l'affiche là, ça aura lieu en fin d'année, le 28 décembre, à Dubaï. Sabalenka-Kyrgios sur le papier, c'est assez sexy. C'est un hommage évidemment à cette bataille des sexes originelle. Il y a plus de 50 ans, qui avait opposé Billie Jean King à Bobby Riggs dans un autre contexte évidemment, puisque à l'époque, c'était aussi pour faire parler du tennis féminin, pour mettre en lumière les différences. Il y avait aussi un petit peu de différence de personnalité entre Billie Jean King et puis son adversaire Bobby Riggs, qui était un machiste assumé à l'époque. On était quand même à une toute autre époque, évidemment. On ne va pas assister au même type d'événements. Il y avait des enjeux et on continue d'avoir des enjeux, évidemment, aujourd'hui, des enjeux qui sont importants. Mais c'est vrai que ce match, cette bataille des sexes, celle-là, forcément fait encore beaucoup parler aujourd'hui. On s'en souvient, elle a marqué les esprits. Elle a quand même eu un impact, hein, oui. Je pense. Enfin, quand on voit forcément la visibilité que ça a donné aux choses à l'époque. On est plus quand même dans une culture de l'éphémère et du spontané aujourd'hui, donc on ne sait pas trop ce qui va advenir de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, mais cette bataille des sexes-là qui nous ramène bien loin, les enjeux étaient colossaux, et c'était un vrai sujet, ça faisait beaucoup parler à l'époque. On va être dans une configuration, à mon avis, un peu différente cette fois-ci. Oui, parce que 20 septembre 73, donc, Billie Jean King a 29 ans. Elle affronte un ancien professionnel qui a 55 ans. Donc, c'est pas là le Kyrgios qui est tout juste sorti du circuit et qui n'a pas annoncé encore... On va voir sa forme physique. Hein. Oui, sa forme physique. Il est au-delà de la 600e place aujourd'hui. D'abord, elle avait dit non. Billie Jean King, quand on lui avait proposé, il avait donc joué contre Margaret Court, qu'il avait battu, et ensuite elle a dit bon ok, pour un peu venger, j'y vais moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Et puis il y avait eu des diffusions télé, et derrière les contrats de diffusion de matchs avaient pris de l'ampleur. Il y avait eu les premières chaînes de télévision pour diffuser des matchs de tennis aux États-Unis. Enfin, ça avait eu un vrai impact. Elle avait dit non parce qu'elle savait que l'enjeu il était quand même majeur et qu'elle devrait répondre présente. Sabalenka a-t-elle d'abord dit non Je crois pas. Avant d'accepter, elle n'a pas dû se poser les questions, en tout cas de la même manière. Bon, là, on est sur une exhibition, il y a des gros sous derrière, c'est un show, on le sait. Mais il y a quand même des choses qui nous interpellent. Déjà, on va chercher Nick Kyrgios, qui est 652e aujourd'hui à l'ATP. Bon, c'est un ancien... numéro 13 mondial, donc c'est pas n'importe qui, finaliste en Grand Chelem, on sait. Ça va se jouer en 3-7 avec un tie-break, un super tie-break s'il y a un set partout. Mais ce qui nous interpelle, c'est la forme que ça va prendre, Pauline, puisque c'est un cours qui va être particulier. L'organisateur Evolve a étudié un petit peu les données et estimé que les femmes étaient 9% plus lentes que les hommes sur un cours de tennis. Donc le cours de Sabalenka, le côté du cours de Sabalenka sera 9% plus petit. Donc là, on est quand même dans autre chose. C'est plus un vrai cours de tennis. C'est pas le même format, et moi je trouve ça dommage. Et à noter également que Nick Kyrgios aura seulement une balle au service. Oui. Donc je trouve ça dommage. J'aurais préféré que pour cette opposition, il y ait justement
Des vraies règles classique avec 2 balles de service et un format classique, voire même un 3e set normal au lieu d'un super tie-break. Donc je trouve ça dommage, mais ça rejoint ce qu'on disait, à savoir que c'est plutôt un show, une exhibition, et je pense que ça va attirer quand même beaucoup de monde malgré le format. Est-ce que ça met en valeur le tennis féminin, puisque c'est un peu l'idée aussi de montrer que peut-être les femmes peuvent battre les hommes, là de partir pas à égalité sur un court qui est plus petit Oui, on peut le regretter, c'est un petit peu, mais franchement, on peut parler des enjeux sportifs, mais là, on est dans un événement qui va au-delà de ça. Je crois que ça va attiser pas mal de curiosité, et certains vont le regarder sous cet angle-là, et d'autres vont profiter du spectacle que ça peut générer. Kyrgios, Sabalenka, c'est un choix qui paraît finalement, on peut le comprendre, hein, ce choix-là, Kyrgios, Sabalenka, de par leur personnalité. Évidemment, Kyrgios, on sait que c'est le genre de moment, même si il a annoncé un peu de nervosité, il y a beaucoup de communication, oui, évidemment. C'est comme avant d'entrer sur le ring. Derrière tout ça, il a eu beaucoup de mal à se préparer pour revenir en compétition officielle. Est-ce qu'il va prendre le temps de se préparer pour ce moment-là? Je trouve ça difficile en fait de parler d'enjeux sportifs. C'est un événement qui va passer aussi parmi tant d'autres. Hein. On verra un petit peu comment les choses vont se passer, comment ça va véritablement justement aller créer de l'attractivité. Il se passe plein de choses, il se passe plein d'événements parallèles. On sera quand même clairement dans un mode exhibition comparativement à ce qu'on a connu il y a maintenant des décennies. Toi, Justine, tu as joué déjà contre un homme. Il y avait une exhibition face à Yannick Noah, c'était en 2003. C'était quoi le contexte de ce match? C'était en Belgique chez toi? Le contexte, c'était l'année où j'ai explosé, où j'ai gagné mes premiers grands chelems, où je suis devenue numéro 1 mondial. Et donc, c'est vrai qu'il y avait cette volonté pour le public belge, en fait, de pouvoir fêter cette année extraordinaire. J'étais un peu le cauchemar de mes agents, moi, dès qu'ils me proposaient une exhibition. Souvent, c'était non. Donc, ça n'a pas été tellement vendu sur l'histoire de la bataille des sexes. C'était davantage un mode exhibition, un mode fête. Exhibition, oui. Oui. Il s'était présenté comme ça sur le court? Il s'était présenté comme ça sur le court. Mais donc, il y avait eu la recherche de l'organisation d'essayer d'amener en tout cas un moment fun, un moment amusant. Ils ont proposé à Yannick qui a dit oui tout de suite. On a quand même joué sérieusement, j'ai perdu sur le fil, mais non, c'était très drôle. C'était un moment de fête. Moi, je détestais les exhibitions. J'en ai accepté très peu, mais à la fin, celui-là, je ne l'ai pas regretté parce que c'est vrai que c'était un moment de connexion avec le public, et donc il y avait en tout cas un sens pour moi derrière cet événement. Est-ce que tu ressentais justement une petite pression par rapport à ce match-là, ou comment tu l'as abordé? De toute façon, moi, monter sur un court de tennis, c'était d'office une pression, exhibition. C'était pour gagner, quoi. Il fallait essayer de faire les choses correctement. Quand vous avez Yannick qui se présente comme ça, dans ce mode-là, forcément... moi qui étais quand même assez sérieuse, assez carrée, il est venu me challenger un petit peu. Oui, en tout cas, dans mon caractère, il y a toujours une petite forme de pression sur un court de tennis, qui est quand même l'endroit où on est censé être performant, de pouvoir répondre présent, puis pouvoir donner du plaisir au public. Finalement, l'association était parfaite parce que Yannick, il était là pour proposer le show, et puis moi, j'étais là quand même pour essayer de ramener aussi un peu les choses dans la dimension tennis. Et au final, je crois que tout le monde a passé un très bon moment. Oui. C'est resté un bon souvenir en tout cas, puisque tu l'as évoqué avec Yannick. Tout le monde n'a pas bien compris forcément quand on a tenté d'en parler ce jour-là. Dans Eurosport Tennis Club, on regarde la petite séquence, c'est sympa. Je suis content de te voir. La dernière fois que j'ai joué, j'ai perdu contre toi, c'est incroyable. On a fait un match tous les deux. J'ai perdu contre Justine, ça fait plaisir. Il faut suivre les archives. J'ai joué, j'ai perdu, mais c'était chez elle, donc elle avait tout le public avec elle. C'était magnifique. T'étais arrivé dans une chouette tenue aussi, hein. Content de voir mon pote Scud, vainqueur de Coupe Davis, pareil. Mais il a la mémoire qui flanche, alors. Il a la mémoire qui flanche, parce que, ou alors c'est la mienne, mais non, je pense qu'il avait gagné, et on a perdu Olivier Canton. Et il n'a pas compris. Il disait, mais de quoi on parle? La tenue de Yannick, il n'avait pas la ref. Sur le terrain. C'était sympa. Là, il n'y aura rien de tout ça. Toi, Pauline, tu es bien placée pour connaître cet affrontement filles-garçons, puisque ça a été un de tes chevals de bataille de parler de justement le niveau des femmes face aux hommes, puisque dans tes vidéos Pauline vs Men sur YouTube, parce que tu es joueuse de tennis, tu es coach, mais tu es aussi youtubeuse, et de talent, tu affrontes
des joueurs de tennis amateurs, mais avec un classement. On va voir l'évolution de ton défi. Tu as commencé contre un 30 J'ai commencé au premier classement de la 3e série, donc 30. Et après chaque victoire, du coup, je montais d'un échelon. Donc, je suis allée jusqu'à 1-6. J'ai perdu à 1-6 en 3-7. Donc, ça a fait 12 matchs au total. On rappelle que c'était des joueurs que tu ne connaissais pas. Tu recrutais, c'était sur volontariat. Voilà, qui veut m'affronter. Il fallait que ce soit leur classement réel. Pas des anciens, pas un mieux 30, classés. mais qui a été 2-6, quoi. Exactement. Et il fallait être majeur. Je ne voulais pas affronter des mineurs, des jeunes. Et ça a suscité pas mal d'engouement. Moi, j'ai fait ça vraiment au départ pour m'amuser. Et ça m'a permis de m'entraîner aussi. Et j'ai été très, très contente de faire ce défi, que je vais d'ailleurs poursuivre cet hiver, que je vais reprendre du coup à 1-6. Je pense que je peux aller chercher la victoire et ensuite poursuivre jusqu'à numéroter. Et pourquoi pas faire une saison 2 pendant Roland-Garros l'année prochaine. Toi, on rappelle que tu as été classée à WTA 577e, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, tu as un classement français? Oui, je suis 36e française actuellement. 36e. Ouais. Et les retours des garçons que tu affrontais, là, récemment, tu as rejoué un peu sur le format Exhib, justement, ce n'était pas des vrais sets. Oui. C'était quoi? C'était, ah oui, je ne m'attendais pas à ce que tu tapes la balle aussi fort, que le service, qu'est-ce qu'il te disait Oui, c'est vrai que alors au début du défi, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de marge, donc je gagnais assez facilement. Donc les joueurs étaient contents d'affronter quelqu'un de mon niveau, parce que c'est vrai qu'en tournoi, ils n'auraient pas pu affronter quelqu'un 10, 12 classements d'écart. Et donc plus le défi avançait, plus forcément le score se resserrait et le jeu était beaucoup plus accroché. Et donc ensuite, c'était aussi plus important. Oui, exactement, exactement. Chez eux. Bien sûr. Chez les adversaires, oui, parce que le but c'était au départ de gagner, parce que je gagnais 6-0, 6-0 au début, donc le but c'était déjà le premier qui allait gagner un jeu, ensuite le premier qui allait gagner un set, et à la fin le premier qui allait me battre du coup. Et donc en échangeant avec les hommes, c'est vrai que c'était assez intéressant, parce qu'ils s'attendaient pas forcément à ce qu'il y ait une intensité comme ça. Ce qui m'a beaucoup marqué et ce qui est souvent revenu, c'est que je prenais la balle assez tôt, et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on voit pas forcément sur les vidéos. Donc ils ont été assez surpris, et même sur la défaite à 1-6, il m'a dit mais je pense que vraiment tu peux gagner un 6 voire 0. Donc c'est pour ça qu'on va continuer. Mais oui, c'est un bon défi d'affronter ces garçons qui arrivent avec des a priori. Ça, tu le racontes aussi dans tes vidéos, et qui du coup changent un peu d'avis sur le niveau féminin. Et ça, c'était important pour toi de le montrer dans des vidéos, parce qu'il y a beaucoup d'a priori sans qu'on sache vraiment de quoi on parle. Finalement. Oui, bien sûr. Il y a l'a priori physique, qu'une femme est moins forte physiquement. Alors c'est vrai qu'on va aller, si on compare par rapport à un homme, un peu moins vite. Et pour moi, c'est vraiment les deux différents. Donc ça va être les déplacements latéraux, où une femme va aller quand même un petit peu moins vite. Et ça va être aussi tout ce qui va être puissance au niveau du service. Donc pour moi, ce sont les deux différents. C'est vrai que quand on voit un homme, une femme jouer comme ça dans l'axe ou en diagonale, on ne voit pas énormément de différence. À partir du moment où il y a des déplacements, où il y a un service qui est en jeu, c'est là où la différence, elle se fait. Mais en tout cas, j'ai quand même pu prouver que les femmes étaient capables de bien servir, de varier, de faire des amortis, de surprendre, et de pas seulement jouer stéréotypé, un peu tendu à plat, comme on le voit assez souvent aussi. C'est pour ça que ça va être quand même un peu intéressant de voir l'opposition de style entre deux pros. Pas l'ambiance, hein. Ah non, mais pas du tout. Non, mais c'est vrai qu'on a des réserves. On va jeter un œil à tout ça, évidemment. Parce que, Sabalenka, numéro 1 mondial, on va parler de sa saison face à un Kyrgios qu'on connaît, évidemment très puissant. Bon, il n'aura qu'un service, mais ça peut aussi être intéressant. C'est pas forcément pour mettre un coup de projecteur sur le tennis féminin, on n'en a plus besoin, mais parce que Billie Jean King est passée par là, parce qu'elle a participé aussi à ce regard, changer le regard. Elle a mené beaucoup de combats. Oui, au-delà de cette bataille des sexes, bien sûr. Je pense que il y a des joueuses qui ont plus le profil de pouvoir se battre pour certaines causes. Et quand on l'a un peu moins, on est quand même, ce qui était mon cas, j'étais pas mal dans ma bulle, à ne pas me poser non plus certaines questions par rapport à tout ça. Et on est quand même contente de voir qu'il y a des joueuses qui ont défendu ce tennis féminin, qui ont tout fait pour lui donner une visibilité, le défendre, quand on voit quand même ce qui est devenu le tennis féminin, avec des hauts et des bas, mais comme on peut le vivre aussi dans le tennis masculin, et des périodes où ça va être plus attractif qu'à d'autres moments.
On n'est jamais à l'abri d'avoir un creux. Le tennis masculin a été moins attractif peut-être pendant certaines années. Puis évidemment, on vient de connaître des années incroyables. On a Sinner et Alcaraz qui le portent aujourd'hui. Mais on entend aussi, ah oui, mais derrière, c'est déjà plus dur. Enfin, on n'est jamais à l'abri en fait, d'avoir des creux. Mais globalement, le tennis féminin, il a énormément évolué. C'est grâce aussi à tous ces combats qui ont été menés. Ça, on ne doit pas l'oublier. Aujourd'hui, on a les mêmes dotations en Grand Chelem pour les hommes et pour les femmes. Ça a été un combat de plusieurs années. Et aujourd'hui, à l'US Open, à Roland-Garros, à Wimbledon et à l'Open d'Australie, on voit les chiffres. Ce sont les mêmes... Il y a une parité en Grand Chelem, vous voyez, entre 2 et 4,3 millions d'euros pour les Grands Chelems, pour les hommes et pour les femmes. Alors, il y a une sacrée différence entre l'Open d'Australie et l'US Open. On va voir que ça a beaucoup augmenté aussi. Et le Masters féminin, là, a été extrêmement bien doté aussi. Ça prouve qu'il y a des recettes aussi sur ce tennis féminin et que du coup, ça fait venir et ça rémunère autant les hommes que les femmes. Oui, complètement. Moi, je trouve que le tennis féminin est de plus en plus attractif. Et justement, à travers ce que je peux faire sur les réseaux sociaux à mon humble niveau, j'essaye justement de mettre en avant ce tennis féminin qui est très important. On le voit, il y a quand même moins de filles, moins de femmes qui jouent au tennis. Mais de par ce circuit féminin qui, je trouve, est de plus en plus mis en avant, justement, ça aide au développement du tennis, en tout cas en France, et je l'espère au niveau mondial. Ça reste un enjeu d'amener les petites filles à jouer. Au tennis. Vous êtes toutes les deux concernées. Bien sûr. On est concernés, on s'en rend compte, toute la dimension du rapport à la compétition, ce que ça vient générer chez les jeunes filles. C'est quelque chose qui est plus complexe. Donc il y a effectivement beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Pour ça, il faut des vitrines évidemment qui soient importantes. Il faut continuer à créer de l'inspiration, puis créer des conditions d'encadrement qui soient aussi optimales. Mais ça reste un défi quand même de tous les jours. Pourquoi on a moins de petites filles attirées par le tennis? Je pense qu'à la base, le tennis est rude aussi. Il y a d'autres sports qui viennent sur le plan social aussi, sur proposer d'autres choses aux petites filles dans lesquelles elles vont se sentir parfois un petit peu plus à leur place. Donc il faut continuer à leur faire comprendre maintenant que leur place, elle est là aussi, en créant justement ces conditions. Il y a beaucoup, et on peut que s'en réjouir, beaucoup d'offres sportives aussi. Maintenant, il y a énormément de concurrence dans le monde du sport. Donc, il y a énormément d'opportunités pour les enfants de goûter à plein de choses. Moi, je suis plutôt contre l'hyper-spécificité dès le plus jeune âge. Donc, pouvoir effectivement goûter à énormément de choses, je pense que c'est important. Mais voilà, offrir cette possibilité, je pense que tous les acteurs, en tout cas, essayent d'y travailler. Mais c'est important de pouvoir continuer à s'identifier de toute façon. C'est pour ça d'avoir des rôles modèles du tennis féminin, des rôles modèles, continue à être évidemment fondamental. Et il y a peut-être des périodes où on s'inspire un peu plus à certaines qu'à d'autres. On a quand même là, on parlait du manque de stabilité du tennis féminin depuis 2 ans, même si certains vont aimer ou pas le style de jeu aujourd'hui, on peut quand même, je pense, s'identifier un petit peu plus à certaines figures à nouveau, et ça fait du bien. Bien sûr, et pour ajouter aussi une petite chose, c'est que c'est vrai, souvent, le tennis a une connotation un peu masculine aussi aux yeux des petites filles. Et elles se disent, et c'est aussi un milieu très masculin. Au niveau des entraîneurs, il y a très peu d'entraîneurs femmes. Et moi, c'est pour ça aussi que je coach aujourd'hui. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir un entraîneur féminin et j'aurais rêvé de ça plus jeune. Et donc, je le fais justement de développer aussi un petit peu ça, plus de coachs féminins, plus de femmes aussi dans le milieu. Je pense va aider aussi aux jeunes filles à être peut-être plus rassurées et à se dire oui, je peux faire ce sport. Elle te le dit ça moi, que tu coaches je l'entends ou les parents qui cherchent une coach plus qu'un coach Oui, moi j'ai beaucoup de parents qui viennent vers moi par rapport à ça, parce qu'il y a une certaine forme de confiance qui est un peu plus présente peut-être. Oui, elle s'identifie plus, le discours on l'entend peut-être mieux. Voilà, et il n'y a peut-être pas la même sensibilité, il y a peut-être des choses que je vais peut-être mieux comprendre. Et donc forcément, ça aide aussi, ça aidera au développement du tennis féminin. On a une belle représentante quand même avec Aryna Sabalenka qui a fait une super saison. On va parler de sa saison à la numéro 1 mondiale, saison paradoxale ou pas, parce qu'elle termine l'année numéro 1. Ça fait plus d'1 an qu'elle l'est, on le voit depuis octobre 2024. Mais il y a eu des
grande finale perdue cette saison, un seul titre du Grand Chelem. Je dis un seul entre guillemets, hein, parce que bon, ça reste quand même un sacré palmarès pour Aryna Sabalenka à l'US Open, mais trois finales perdues à l'Open d'Australie, à Roland-Garros en Grand Chelem, et donc au Masters de fin d'année. Il y a quand même eu 3 titres, à Brisbane, à Miami et à Madrid. Et il y a 2 autres finales perdues, on a vu dans des grands tournois. Est-ce qu'on peut parler de domination malgré tout d'Aryna Sabalenka, même si dans les grands matchs, ça a été plus compliqué cette année? On peut parler en tout cas d'une grande constance. C'est logique de la voir finir cette année numéro 1 mondial. Moi, j'avais vécu un peu ce type de saison en 2006. J'avais joué les 4 finales de Grand Chelem cette année-là. Je n'en avais gagné qu'une à Roland-Garros. Et c'est vrai que quand on est dedans et quand on a forcément cet esprit de compétition qu'on a déjà depuis un moment, qu'on est attendu, qu'on a cette énorme ambition, ça peut de l'intérieur faire office de saison, on ne va pas dire ratée, mais un peu mitigée. C'est en partie le sentiment qu'elle nous donne aujourd'hui. Sabalenka, bon là, elle a voulu évacuer aussi très vite, dire bon là, maintenant vous me laissez partir en vacances, on parle des saisons qui sont longues. Il faut regarder quand même sa solidité, hein. C'est quand même assez impressionnant. Elle a eu ce petit creux après la finale de l'Open d'Australie. Je pense que ça a été quand même un moment marquant qui a conditionné beaucoup de choses. Parce face à Madison Keys. Elle n'était pas prête à la perdre, cette finale. Et d'ailleurs, elle s'est exprimée là-dessus. Et donc, elle se retrouve surprise, complètement surprise sur cette fin de match. Et puis, il y a un creux derrière. Et puis, derrière, elle repart au combat, elle est jouée des finales, elle est chercher des titres. C'est vrai qu'elle en a perdu davantage, peut-être des finales cette année. Il y a ce titre à l'US Open qui vient probablement sauver sa saison quelque part de l'intérieur et la rendre un peu moins mitigée que ce qu'elle ne l'était jusque-là. Donc c'était important d'aller chercher ce grand titre. C'était sa dernière chance et elle a été particulièrement solide. Elle lui gérait émotionnellement. Et elle en parlait beaucoup aussi. C'est une chose qui s'exprime. Ça fait partie de sa personnalité dans les bons, dans les moins bons moments. Il y a beaucoup de choses qui sortent, mais c'était bien de l'avoir gagnée. On va dire que c'est mérité parce que c'est une joueuse qui travaille énormément comme beaucoup d'autres, mais qui a réussi à quand même trouver cette constance, pour moi, qui est quand même une patronne du circuit aujourd'hui, mais challengée dans les moments importants. Donc elle va avoir un gros travail de réflexion, quand même d'introspection, pour essayer de vivre certains grands moments, à mon avis, différemment l'année prochaine. C'est ça, voir comment elle aborde justement ces grandes finales. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a souvent reproché au tennis féminin aussi, de manquer de constance au niveau du circuit de WTA. Et donc là, clairement, elle a réussi à casser un petit peu ce cliché-là. Et moi, je trouve qu'elle a fait preuve d'une grande régularité cette année. Même si, bon, il y a cette petite note où ça passe pas à chaque fois en finale. Je pense que pour marquer l'histoire, mine de rien, les titres sont quand même importants. Mais encore une fois, on verra ce que ça donnera l'année prochaine. Mais elle a été capable de l'analyser quand même, vraiment les raisons. C'est à 2 reprises, en finale de l'Open d'Australie, en finale contre Gauff aussi. À Roland. Ça montre aussi le fait à quel point c'est difficile d'assumer quand même aussi un statut. Ça oblige. Je pense qu'elle se sentait obligée à l'Open d'Australie. De se justifier de gagner. Ah oui, tout simplement. Numéro mondial, elle avait déjà gagné à 2 reprises. Le titre, ça semblait quand même être plus ou moins écrit, cette histoire. Ça montre que la pression, ça doit se gérer de semaine en semaine, que c'est pas si simple. Et elle a pris aussi une leçon d'humilité quelque part à ce niveau-là, Sabalenka cette année, en disant je dois accepter aussi dans ces moments-là que l'autre joue bien. Oui, ce qu'elle n'avait pas trop accepté à Roland. Il y avait eu des propos un peu polémiques après sa finale perdue. Elle était revenue dessus, elle s'était excusée parce qu'elle n'avait pas bien digéré cette défaite face à Gauff. Oui, après, il y a toujours des choses qui peuvent sortir comme ça. À chaud, oui. On est humain. Voilà, on veut croire que ce sont des machines qui sont capables de maîtriser tout en toutes circonstances. C'est impossible. Je pense qu'elle a quand même... est capable de prendre du recul aussi par rapport à elle-même, Sabalenka, de revenir là-dessus. Et on sent que c'est une année encore d'apprentissage, en fait, pour elle. Donc c'est ça qui est fascinant, je trouve. Beaucoup de leçons apprises, elle a dit, sur cette année, où effectivement, c'est finale perdue. Mais ça montre aussi que le niveau du tennis féminin, le plus haut niveau, ce top 5, ce top 10, il est quand même hyper fort, hyper homogène, puisque voilà, elle perd contre sa dauphine, contre une Rybakina, dont on connaît le niveau qui a été injouable sur la fin de saison, quand même, pour se qualifier pour ce Masters, pour aller le gagner. Mais
il y a une grosse domination puisqu'elle a 2500 points d'avance au classement WTA sur Iga Swiatek qui est numéro 2. Donc la constance, elle est récompensée quand même, parce qu'il y a ses finales, il y a ses titres, et elle est numéro 1 à contester. Le classement, c'est ce qu'il vient nous raconter, hein, de toute façon. Par rapport au Master, ça nous montre aussi à quel point c'est quand même difficile. Une fin de saison, des 10e vainqueurs en 10 ans. Hein, différentes. Différents. Mais quand même, je trouve qu'en temps, on a eu des saisons où ça bougeait beaucoup, même si on a encore des vainqueurs de Grand Chelem différentes aussi cette année. On sent qu'il y a quand même là dans le dernier carré, on les retrouve souvent les mêmes. Elles sont là quand même au rendez-vous. Ça nous plaît beaucoup, parce qu'on sent que ça y est quand même, cette constance, cette stabilité depuis 2 ans. C'est au rendez-vous. Donc, ça promet une belle saison 2026, Anne. Tout à fait, on a hâte. Parce que ce n'est pas tout à fait le cas chez les garçons. On en a beaucoup parlé cette saison. Mais on a d'un côté ce monstre à 2 têtes, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, et de l'autre, le reste du peloton. On est en plein Masters, on est en plein ATP Finals, donc à Turin, avec les deux et puis les autres qui se sont qualifiés, sans Djokovic. On va se demander si ce duel qui truste tout, Sinner-Alcaraz, et une nouvelle fois, est-ce que ce Master va se résumer à ce duel-là ou pas, même si, bon, voilà, c'est pas fini, il n'y a pas de match encore. Mais avant, on regarde un petit sujet de SV qui évoque le forfait de Novak Djokovic et donc ce Masters de fin d'année. Regarde. On pouvait s'y attendre. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Novak Djokovic a confirmé son forfait pour l'ATP Finals qui commence ce dimanche, officiellement pour une blessure à l'épaule, qui n'a pas toujours été évidente à déceler lors de sa victoire phénoménale en finale d'Athènes au bout de 3h01 de jeu face à Lorenzo Musetti. Pour rappel, Novak avait aussi évoqué une blessure pour justifier son forfait l'année dernière. La réalité, c'est que le tournoi des maîtres ne l'intéresse plus depuis qu'il détient le record. Alors qu'un 101e titre à Athènes, tournoi organisé par sa propre famille dans un pays qui a repris en catastrophe la licence du tournoi de Belgrade suite aux tensions entre le gouvernement serbe et Djokovic, dont le soutien ostensible vis-à-vis des manifestations étudiantes n'a pas du tout pu entrer au lieu, ça intéressait vachement Novak. Et si étirer le suspense de sa présence au Masters pouvait faire en sorte que Musetti se dépouille de l'autre côté du tableau afin de donner une finale sublime dans son pays d'adoption, le deal était gagnant pour toutes les parties. De toute façon, ce manque d'appétit pour tout ce qui ne concerne pas les grands chelems à 38 ans, Novak Djokovic l'avait développé en amont de l'US Open. Pour moi, il s'agit vraiment de savoir où trouver la motivation et la joie. Où vais-je trouver l'inspiration pour jouer le meilleur tennis? Les grands chelems sont évidemment les 4 principaux tournois où je ressens toujours le plus de motivation. Après, il y a d'autres tournois ici et là, mais je n'ai pas vraiment d'autre emploi du temps que les grands chelems, pour être honnête. Cet ultra focus sur les grands chelems, c'est l'un des legs du Big Three, car le curseur n'a fait que se déplacer vers ces tournois à mesure que la course au GOAT battait son plein. Et tandis que la réforme des Masters 1000 sur 12 jours visait à les concurrencer directement, elle a en réalité encore plus renforcer le poids cardinal des grands chelems, puisqu'il est physiquement impossible de jouer à fond les 9 Masters 1000 du calendrier et les 4 grands chelems. Mais alors, comment situer l'ATP Finals dans tout ça? Déjà, le tournoi a connu 7 vainqueurs différents sur les 10 dernières éditions, et sa position dans le calendrier, au bout d'une saison à rallonge, est absolument impitoyable pour les organismes usés. Le récent format de sa finale, globalement en 3 sets gagnants à partir de sa création en 1970 jusqu'en 2007, mais aujourd'hui en 2 sets, a considérablement réduit l'impact historique du plus grand rendez-vous de l'ATP. Tout le monde se souvient de la finale de 2005 entre Federer et Nalbandian en 5-7, mais qui se souvient d'une finale marquante depuis? Aujourd'hui, c'est lorsque la place de numéro 1 mondial en fin de saison est en jeu qu'il trouve le plus de sens. Comme en 2016, lorsque Djokovic et Murray se livrèrent un combat acharné remporté par l'Écossais qui termina pour la seule fois de sa carrière numéro 1 mondial. Ce sera encore le cas d'ailleurs sur cette édition, puisqu'un parcours parfait de Sinner condamnerait Alcaraz à remporter 3 matchs pour terminer l'année numéro 1, un fil rouge savoureux qui donnera beaucoup de sel à cette édition. Ce qui va donner du sel aussi, ce sont les 15 millions de dollars de dotation record cette année, dont 5 pour le vainqueur, du beurre dans les épinards. Ça va se résumer à ça, ce Masters, la place de numéro 1 qui est en jeu entre Sinner et Alcaraz. C'est vrai que ça ajoute du sel à ce tournoi. Il y a 2 quêtes, effectivement. Il y a cette place de numéro 1, puis il y a le titre, et on a peut-être quand même un peu la sensation qu'ils ne sont pas là tous les deux, qui ne donnent pas la même importance aux choses, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, mais c'est un peu logique. Jannik Sinner, ce n'est pas totalement entre ses mains, de toute façon, oui. C'est davantage dans les mains de Carlos Alcaraz, et puis il en a moins parlé aussi, Jannik Sinner, il est dans des conditions qui sont idéales pour lui, il a déjà gagné, il est tenant du titre, donc
Lui, je pense qu'il est davantage focalisé sur le titre, et puis le reste, c'est des conséquences. Et en plus, de toute façon, ce qu'il ne peut pas maîtriser, il n'y accorde pas beaucoup d'importance. Du côté d'Alcaraz, on ne veut pas dire qu'il n'a pas cette ambition de pouvoir aller au bout, mais quand même, il sait qu'il se sent moins bien en indoor, même si je trouve personnellement que c'est beaucoup mieux cette année. Mais clairement, à partir du moment où c'est dans ses mains, gagner 3 matchs, finir l'année numéro 1, une saison qui a quand même été exceptionnelle, ce ne serait pas volé non plus d'être numéro 1 mondial. Donc pour lui, là, il y a un enjeu énorme. Je serais curieuse, là, s'il y arrive, s'il gagne ce match face à Musetti, comment il va rebondir pour aller aborder les demi-finales, quoi. Ça, je trouve que ça va être intéressant aussi sur le plan psychologique de voir ça. Moi, Sinner, grand favori, et puis derrière, on court derrière, on essaye de s'accrocher, tant bien que mal. C'est un peu ça l'histoire quand même de ces Masters. Ça, c'est un tournoi que tu suis chaque année, qui t'intéresse, Pauline? Oui, complètement. Ouais, toujours en tant que passionnée de tennis, j'aime beaucoup ça. Donc, je vais reprendre ce qu'a dit Justine, mais moi, je vois vraiment aussi Sinner grand favori, il est tenant du titre, il est à la maison. C'est des conditions favorites pour lui. Même si je pense qu'Alcaraz arrive quand même un peu plus en forme. Il a perdu le premier tour au Rolex Paris Masters, donc il a pu avoir un petit peu plus de temps aussi pour se préparer, pour récupérer et se préparer. Donc, il arrive dans des bonnes conditions aussi. Donc, je pense que ça va être un bon combat. Et est-ce qu'on pourrait déjà parler du Big Two? On se pose la question. Hein. Ouais, mais on en a parlé cette saison de ce monstre à 2 têtes, parce qu'il y a un gouffre après avec le reste du peloton. Justine, toi, tu l'évoquais. Oui, le nombre de points qui est équivalent entre Sinner et Zverev, et Zverev est le plus de millième. Sachant que Sinner n'a pas joué pendant 3 mois. Et ça, je trouve ça encore plus d'être en position d'être numéro 1 sans avoir joué à Indian Wells, Miami. Il est quand même numéro 1 mondial aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très, très fort. Puis derrière, ça a quand même pas mal bougé. Hein. On a des joueurs qui étaient vraiment des habitués des Masters qui n'en sont plus. On pense à Rublev, à Ruud, il y a quand même eu du changement. J'ai Aliassime qui réintègre, un premier pour un Shelton, un premier pour un Musetti. Et Zverev qui est là, mais on ne sait pas quand même trop bien quel rôle il peut jouer non plus. Et donc, il y a quelque chose de très lisible. Et puis derrière, c'est un peu plus illisible. Et on espère qu'il y en a qui vont venir accrocher quand même le wagon rapidement aussi pour que... peut-être un 3e homme, mais voilà. Que ça ne se résume pas à ce duel. Et pas encore vraiment Zverev non plus aujourd'hui. On rappelle qu'il a besoin de 3 victoires, Carlos Alcaraz, pour sécuriser sa place de numéro 1. Mais il y a quand même la motivation d'aller le gagner, ce tournoi. Il ne l'a pas gagné, il a envie, lui, d'aller chercher les records, les titres. Et est-ce que toi, tu penses qu'une fois qu'il aura sécurisé cette 3e victoire, ça peut un peu retomber je pense qu'il a envie de gagner le tournoi. Hein. On peut imaginer que... Mais attention à l'énergie, hein. C'est difficile de la mettre comme ça à différents endroits. Donc il l'a évoqué, il a dit je vais déjà essayer de ne pas me laisser gagner par cette pression pour aller chercher cette 3e victoire. On a vu face à Fritz, il a été quand même sacrément bousculé. Face à un Taylor Fritz qui a joué probablement son meilleur tennis face à un Sinner. Mais ça, c'est parce qu'il l'avait déjà battu à la Lever Cup. Voilà, c'est ça. On va en parler, Olivier Canton. Cette semaine, il sera content de la Lever Cup. Il estime que ce n'est pas du tout une victoire à prendre en compte pour Fritz. Il a battu Alcaraz à la Lever Cup. Parce que c'est pas un tournoi... Mais par contre, il s'en rapproche quand même. Il a montré, face à un Alcaraz quand même plutôt imparfait. Et dans ces conditions-là, malgré ses progrès, malgré une évolution vraiment considérable, il offre moins de garanties quand même qu'un Sinner. Donc la motivation, il l'a, mais il faut encore avoir l'énergie de pouvoir courir plusieurs choses en même temps. Et plus que l'énergie, aussi le niveau. Alors voilà, on attend quand même de voir aussi Zverev qui a gagné 2 fois. Qui est plutôt à point en général en fin de saison. Mais... En 2021, il nous avait montré un niveau de tennis extraordinaire. C'était avant sa blessure, c'était avant plein de choses. C'était avant Sinner et Alcaraz aussi. Donc on ne peut pas garantir ce qui va se passer, mais on a quand même une petite vision de ce qui pourrait se produire.
Un petit mot pour finir sur Novak Djokovic, qui est le grand absent pour la deuxième fois, alors qu'il s'est qualifié pour ce Masters, qui a accordé un long entretien à Piers Morgan, un journaliste britannique, pour parler de plein de choses, de sa carrière, du Covid, de ses enfants, et aussi de cette quête d'un dernier titre du Grand Chelem. Et il a reconnu quand même que ça lui semblait de plus en plus difficile face à Carlos Alcaraz, face à Jannik Sinner. Mais c'est son carburant, c'est ce qui lui donne envie de continuer en 2026. Il y a encore un espoir pour Novak Djokovic en Grand Chelem, Justine. Il va essayer de le cultiver, je pense, cet espoir. Maintenant, il l'a compris à l'US Open aussi, qu'il en a parlé déjà assez ouvertement à ce moment-là. D'ailleurs, il évoquait le fait qu'en Grand Chelem, ça allait devenir de plus en plus difficile. C'est pour ça qu'on avait quand même un petit doute encore sur le format en 2-7. Voilà, et donc potentiellement les Masters. Mais en fait, on se rend compte que la joie, il est capable d'aller la trouver ailleurs. Quand on voit quand même à Athènes, je sais pas moi, c'est des images qui nous ont quand même porté. Je sais pas si tu as vu la finale, mais c'est... Voilà, ça nous dit quand même tout de son amour pour le tennis, pour le jeu, pour les émotions, pour le partage avec le public. Donc là, il y avait toute une histoire, évidemment, autour de ce tournoi, mais ça montre voilà, qu'il est aussi capable d'aller chercher encore des choses ailleurs que dans les très grands rendez-vous. Mais il va cultiver cet espoir, il va travailler pour, mais quelle va être sa capacité à pouvoir... On parle beaucoup de sa présence en compétition, mais comment arrive-t-il encore à s'entraîner aujourd'hui? Oui, quand il n'est pas là. Oui, parce que c'est là aussi que ça... On n'a pas trop d'indications. Voilà, physiquement, que ça se construit, puis après jouer suffisamment de tournois pour... Mais bon, sur parfois une blessure. On a envie quand même d'aller voir jouer une dernière finale. Parce que là, il a buté en 2000. Ça serait beau. Nicolas Escudé nous a déjà dit qu'il n'y croyait plus du tout. Il n'était pas content là, de cette petite porte encore ouverte. Toi, tu le vois? Je pense que ça va être très très dur. Mais j'ai envie d'y croire. Il y a toujours un petit espoir. On sait, le tennis, c'est jamais écrit d'avance. Oui. Mais c'est si... Il y a un forfait, s'il y a une blessure, s'il n'y a pas un des deux, c'est ça l'idée? C'est compliqué. Ouais, ça va être compliqué, je pense. Mais après, c'est vrai, cette année, il a joué moins de 10 tournois. C'est vrai qu'il a tout gagné. Aujourd'hui, il peut se permettre de dire, non, je viens pas au Masters. Il joue, voilà, il va jouer les 4 grands chelems. Il joue les tournois qui lui tiennent à cœur. On l'a vu, comme à Athènes, il était comme à la maison. Donc, je pense qu'il va prendre le temps de bien se préparer pour ces 4 gros événements. Et peut-être qu'il y aura une petite victoire au bout. En tout cas, il y a toujours un petit espoir et on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est vrai que quand on voit gagner contre Musetti, le feu, il est toujours là. Oui, oui. Surtout que c'est une finale hyper accrochée dans un contexte... Oui, mais il y a toute la dimension familiale aussi autour. Mais c'est ça aussi, on sent qu'il se recentre aussi sur le reste, sur ce qu'il y a à côté du tennis, sa famille. Ils permettent beaucoup plus de choses aujourd'hui. Les enjeux ne sont plus du tout les mêmes pour Novak Djokovic. Donc lui aussi, il va se laisser porter par les opportunités qu'il pourrait peut-être encore aller trouver à gauche ou à droite et continuer à... Tant qu'il a du plaisir à monter sur le court d'une manière ou d'une autre, il va cultiver un espoir. Après, il est lucide aussi. Nous aussi, on va cultiver cet espoir et on va essayer de prendre du plaisir toute la semaine avec Justine sur le Master sur Eurosport, sur HBO Max. On débriefera tout ça la semaine prochaine. Pauline, c'est quoi le programme? Il y a des matchs par équipe qui arrivent? Les matchs par équipe en Pro B qui démarrent dès ce week-end à Clermont-Ferrand avec mon club de Sannois. C'est un bon rendez-vous, ça. C'est un très beau rendez-vous. 5 belles rencontres avec un super niveau. Des filles top 300, top 200 mondial. Donc ça va bien jouer au tennis tout l'hiver. Et on te souhaite des bons matchs. On te souhaite bonne chance pour ces matchs par équipe. Merci. Et puis tu reviens quand tu veux dans Retour Gagnant pour plaisir. Parler des filles, des garçons, des matchs, du coaching aussi. C'était intéressant d'avoir ton regard. Donc l'invitation est lancée, Justine, évidemment. On se retrouve très vite. Merci beaucoup. À mardi prochain dans Retour Gagnant. Merci à Seb Petit, à Florian Caloise. Et bon tennis toute la semaine sur Eurosport et HBO Max. Bye.